Chapitre 30. Partons, partons. Tu sais, disait Marguerite, juste comme tu t'endormais hier soir, moi je lisais ce que tu avais écrit sur ces ténèbres qui arrivaient de la Méditerranée et ces idoles, ces idoles dorées. Je ne sais pas pourquoi elles ne me laissent pas un instant de repos. J'ai l'impression que là maintenant aussi il va pleuvoir. Tu sens comme ça se rafraîchit? Tout ça c'est bien, c'est charmant, répondit le maître, fumant et chassant la fumée de la main. Et ces idoles, laisse-les tomber. Mais ce que ça va donner ensuite, ça, pas moyen de le comprendre. Cette conversation se déroulait au coucher du soleil au moment précis où Lévi Mathieu apparaissait à Volande sur la terrasse. La fenêtre du sous-sol était ouverte, et si quelqu'un avait regardé à l'intérieur, il aurait vu à quel point ceux qui parlaient avaient l'air étrange. Marguerite portait une cape noire à même son corps nu, et le maître ses vêtements d'hôpital. La raison en était que Marguerite n'avait absolument rien à se mettre du fait que toutes ses affaires étaient restées dans l'hôtel particulier, et même si cet hôtel particulier se trouvait à 2 pas, il va de soi qu'il était absurde même de s'imaginer s'y rendre pour les récupérer. Quant au maître, dont tous les costumes avaient été retrouvés dans la penderie, comme s'il ne s'était jamais absenté, simplement il n'avait pas eu envie de s'habiller, en développant devant Marguerite cette idée que, là, d'un instant à l'autre, toutes sortes d'histoires à dormir debout allaient recommencer. Certes, il s'était rasé pour la première fois depuis cette nuit d'automne. À l'hôtel, on lui passait la barbe à la tondeuse. La chambre aussi avait un air étrange, et il était difficile de comprendre quoi que ce soit à son chaos. Le tapis était encombré de manuscrits, il y en avait aussi sur le divan. Un livre retourné traînait sur un fauteuil, et un repas était dressé sur la table ronde avec quelques bouteilles au milieu des encas. D'où venaient ces plats et ces boissons, ni Marguerite ni le maître n'en savaient rien. À leur réveil, ils avaient tout trouvé servi tel quel. Après avoir dormi jusqu'au coucher du soleil le samedi, le maître et son ami se sentaient totalement revigorés, et la seule trace de leurs aventures de la veille était que, l'un et l'autre, ils sentaient une douleur sourde dans la tempe gauche. Au point de vue psychique, tous deux avaient beaucoup changé, comme chacun aurait pu s'en aviser à entendre la conversation qui se déroulait dans l'appartement du sous-sol. Mais personne, réellement, ne pouvait écouter. La petite cour avait cela de bien qu'elle était toujours vide. Les tilleuls et le saule qui verdoyait exhalaient de jour en jour une plus forte odeur de printemps à la fenêtre, et la brise qui se levait la portait dans le sous-sol. « Ah, le diable !» s'exclama soudain le maître. « Non mais quand on y pense !» Il écrasa son mégot dans le cendrier et se prit la tête à 2 mains. « Non, écoute, tu es quand même quelqu'un d'intelligent et tu n'as jamais été folle. Tu es sérieusement persuadé que hier soir, nous étions chez Satan. »« Tout à fait sérieusement, » répondit Marguerite. « Bien sûr, » répondit le maître avec ironie. « Maintenant, donc, là où il n'y avait qu'un fou, il y en a 2, le mari et la femme. » Il leva les bras au ciel et cria « Non, c'est le diable, c'est quoi ? Le diable ! Le diable ! Le diable !» Pour toute réponse, Marguerite s'écroula sur le divan, éclata de rire, se mit à agiter ses jambes nues, et c'est seulement après qu'elle s'écria « Ah, je n'en peux plus ! Oh, je n'en peux plus ! Non mais regarde seulement de quoi tu as l'air !» Après avoir ri tout son soûl, alors que le maître remontait en rougissant son caleçon d'hôpital, Marguerite reprit son sérieux. « Tu viens de dire une vérité, là, sans le vouloir, » dit-elle. « C'est le diable, c'est quoi ? Et crois-moi, le diable saura tout arranger. » Ses yeux s'embrasèrent soudain, elle bondit, se mit à danser sur place et à pousser des petits cris. « Ce que je suis heureuse d'avoir passé un pacte avec lui. Oh, Satan, Satan, vous serez obligé, mon cher ami, de vivre avec une sorcière. » Sur quoi elle se précipita sur le maître, elle l'enlaça et se mit à le couvrir de baisers sur les lèvres, sur le nez, sur les joues. Les mèches de cheveux noirs dépeignés sautaient sur le maître et ses joues et son front étaient tout enflammés de ses baisers. « Mais c'est vrai que tu ressembles à une sorcière maintenant. »« Je ne vais pas te dire le contraire, » répondit Marguerite. « Je suis une sorcière et j'en suis très contente. »« Bon, c'est parfait, » disait le maître. « Une sorcière.
Admettons, c'est drôlement bien et ça fait chic. Moi donc, je me suis fait enlever de l'hôpital. Ça aussi, c'est charmant. On m'a ramené ici, ça aussi, admettons-le. Supposons même qu'on n'essaiera pas de nous chercher. Mais dis-moi, au nom de tout ce qui est sacré, de quoi allons-nous vivre? En disant ça, c'est de toi que je me soucie, crois-moi. À ce moment-là, on vit surgir à la fenêtre des souliers à bourrons et la partie basse d'un pantalon à fines rayures. Ensuite, ce pantalon se plia aux genoux et un postérieur volumineux cacha la lumière du jour. « Aloysie, tu es là ?» demanda une voix provenant d'au-dessus du pantalon, de l'autre côté de la fenêtre. « Tiens, ça commence, » fit le maître. « Aloysie ?» demanda Marguerite, s'approchant de la fenêtre. « Il a été arrêté hier. Mais qu'il demande? Comment vous appelez-vous » À l'instant même, les genoux et le postérieur disparurent, on entendit claquer le portillon, après quoi tout rentra dans l'ordre. Marguerite s'écroula sur le divan et éclata d'un rire tel que les larmes lui jaillirent des yeux. Mais quand elle se fut calmée, son visage s'était transformé du tout au tout, elle se mit à parler sérieusement, et en parlant, elle se laissa glisser du divan, rampa jusqu'aux genoux du maître, et, le regardant au fond des yeux, elle lui caressa la tête. « Comme tu as souffert, mon malheureux. Ça, il n'y a que moi qui le sache. Regarde, ces fils blancs dans tes cheveux, et ce pli éternel aux commissures des lèvres. Mon irremplaçable, mon amour, ne pense plus à rien. Il a trop fallu que tu penses. Maintenant, c'est moi qui vais penser pour toi, et je te jure, je le jure, que tout sera si bien, que ce sera éblouissant. Mais je n'ai peur de rien, Margot, lui répondit soudain le maître. Il releva la tête, et il lui apparut tel qu'il était lorsqu'il écrivait ce qu'il n'avait jamais vu, mais dont il était sûr que cela avait eu lieu. Et je n'ai pas peur parce que j'ai déjà tout vécu. On m'a trop fait peur, plus rien ne peut me faire peur. Mais toi, Margot, je te plains. Et le truc, il est là. Et c'est pour ça que je ne parle que de ça. Reviens à toi. À quoi bon te gâcher la vie avec un malade, un clochard? Retourne chez toi, je te plains, c'est pour ça que je le dis. « Toi, » chuchotait Marguerite, secouant sa tête échevelée. « Tu es un homme de peu de foi, un malheureux. Pour toi, toute la nuit d'hier, j'ai tremblé toute nue, j'ai perdu ma nature, et je l'ai changée pour une autre. J'ai passé plusieurs mois dans un cagibi sombre, et je ne pensais qu'à une chose, à l'orage, sur Yerkalaïm. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et maintenant que le bonheur nous est tombé dessus, tu me chasses? Eh bien, je m'en vais. Je m'en vais, mais sache-le, tu es cruel. C'est toute l'âme qu'ils t'ont vidée. » Une tendresse amère leva dans le cœur du maître, et on ne sait pas pourquoi il fondit en larmes, cachant son visage dans les cheveux de Marguerite. Elle-même en pleurs, elle lui parlait à voix basse, et ses doigts couraient sur les tempes du maître. « Oui, les fils, sous mes yeux. Ta tête se couvre d'argent. Ah, ma tête qui a tant souffert. Regarde ces yeux que tu as. Ils ont en eux le désert. Et les épaules se jouent. Ils t'ont estropié. Les paroles de Marguerite devenaient incohérentes. Marguerite était secouée de sanglots. Alors le maître s'essuya les yeux. Il fit lever Marguerite de sur ses genoux, se leva à son tour et dit d'une voix ferme « Assez, tu m'as fait honte. Jamais plus je ne céderai à la lâcheté et je ne reviendrai à cette question. Sois tranquille. Je sais que nous sommes tous les deux victimes de notre maladie mentale, que je t'ai transmise, va savoir. Ma foi, endurons-la ensemble. » Marguerite approcha ses lèvres de l'oreille du maître et chuchota « Je te le jure. Sur toute ma vie, je le jure, sur le fils de l'astrologue que tu as deviné, tout sera bien. » Bon, c'est bien.
C'est bien, répliqua le maître, et éclatant de rire, il ajouta « Bien sûr, quand les gens sont dépouillés absolument de tout, comme toi et moi, ils cherchent leur salut dans une puissance de l'au-delà. Ma foi, je veux bien le chercher là-bas. » Voilà, maintenant tu es redevenu comme avant, tu ris, répondit Marguerite. Et va au diable avec tes mots savants. Puissance de l'au-delà, ou pas de l'au-delà, quelle importance? J'ai faim. Elle prit le maître par la main et l'entraîna vers la table. Je ne suis pas persuadé que cette nourriture ne va pas s'enfoncer sous terre, ou s'envoler par la fenêtre, répondit celui-ci totalement apaisé. Elle ne s'envolera pas. C'est à ce moment qu'on entendit par la fenêtre une voix nasillarde. « La paix soit avec vous !» Le maître tressaillit tandis que Marguerite, déjà habituée à l'extraordinaire, s'exclamait « Mais c'est Azazello ! Ah, comme c'est gentil, comme c'est bien !» Et chuchotant au maître « Tiens, tu vois, nous ne sommes pas abandonnés !» Elle se précipita pour ouvrir. « Couvre-toi au moins !» cria le maître dans son dos. « Je m'en fiche de ça !» répondit Marguerite depuis le petit couloir. Et Azazello saluait déjà, disait bonjour au maître, lui envoyait un éclat de son œil borgne, tandis que Marguerite s'écriait « Ah, comme je suis contente! Je n'ai jamais été aussi contente de ma vie! Mais excusez-moi, Azazello, je suis toute nue. » Azazello lui demanda de ne pas s'inquiéter, assura qu'il avait déjà vu non seulement des femmes toutes nues, mais des femmes tout écorchées. Il s'assit de bonne grâce à la table, non sans avoir auparavant posé dans un coin une espèce de paquet enveloppé de brocart noir. Marguerite servit un cognac à Azazello, et il le but de bonne grâce. Le maître, qui ne le quittait pas des yeux, se pinçait de loin en loin, discrètement, le poignet gauche. Mais ses pinçons restaient sans effet. Azazello ne s'évaporait pas, et pour dire le vrai, il n'était nul besoin qu'il s'évapore. Il n'y avait rien de terrible dans ce petit rouquin, juste peut-être cette taie sur l'œil, mais ça, n'est-ce pas, ça se produit même sans ombre de sorcellerie, et peut-être ses habits qui n'étaient pas tout à fait ordinaires, une espèce de bure ou une cape, mais là encore, quand on y pense, ce sont des choses qui peuvent se rencontrer. Le cognac, il l'appréciait comme tous les gens de bien, par verre entier, et sans manger en même temps. Ce même cognac, il faisait bourdonner la tête du maître qui se mit à réfléchir. Non, Marguerite a raison, bien sûr que j'ai devant moi un envoyé du diable. Moi-même, pas plus tard que la nuit d'avant-hier, j'essayais de prouver à Ivan que c'était bien Satan qu'il avait rencontré au patriarche, et maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur de cette idée et je me suis mis, je ne sais quoi, à parler d'hypnotiseurs et d'hallucinations. Qu'ils aillent au diable, les hypnotiseurs. Il se mit à examiner Azazello et arriva à la certitude qu'il y avait dans ses yeux quelque chose de contraint, une espèce d'idée que celui-ci n'avait pas encore exprimée. Il ne vient pas simplement en visite. S'il est venu, c'est qu'il a une mission, se disait le maître. Son sens de l'observation ne l'avait pas trompé. Après un troisième cognac qui ne faisait pas le moindre effet sur Azazello, le visiteur prit la parole. « Il est bien douillet, ce petit sous-sol, que le diable m'emporte. Il y a juste une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce petit sous-sol ?»« Exactement ce que je dis, » répondit le maître en riant. « Pourquoi est-ce que vous cherchez à m'inquiéter, Azazello ?» demanda Marguerite. « On se débrouillera. »« Ben voyons, s'écria Azazello. « Loin de moi l'idée de vous inquiéter, c'est bien ce que je dis, vous vous débrouillerez, oui. »« Oh, j'ai failli oublier. Messire vous passe le bonjour, et il m'a aussi ordonné de vous dire qu'il vous conviait à une petite promenade, si ça vous dit, bien sûr. À ça, qu'est-ce que vous répondrez ?» Marguerite, sous la table, donna un coup de pied au maître. « Avec grand plaisir, » répondit le maître, étudiant Azazello, mais celui-ci poursuivit. « Nous espérons que Margarita Nikolaïevna, elle non plus, ne refusera pas. »« Ça, c'est sûr que je ne refuserai pas, » dit Marguerite. Et là encore, elle envoya un coup de pied au maître sous la table. « Ah ben voilà qui est merveilleux !» s'exclama Azazello. « Ça c'est comme j'aime. 1, 2, 3, hop, c'est fait. Ce n'est pas comme l'autre fois au parc Alexandre. » Ne me le rappelez pas, Azazello, j'étais bête à ce moment-là. Mais cela dit, on ne peut pas me le reprocher vraiment. Ce n'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre le démon. « Ah ben je pense bien, » confirma Azazello.
Si c'était tous les jours, ce serait agréable. » « Moi aussi, j'aime beaucoup la vitesse, » disait Marguerite, tout excitée. « J'aime la vitesse et j'aime la nudité. Comme un coup de Mauser. »« Ah, comme il tire !» s'écria Marguerite, s'adressant au maître. « Le 7 sous l'oreiller et n'importe quel point. » Marguerite devenait un peu ivre et ses yeux s'enflammaient. « Et allons bon, ai-je oublié ?» s'exclama Azazello, se frappant le front. « C'est le surmenage, parce que messieurs vous envoient un cadeau. » Et là, il s'adressa directement au maître. « Une bouteille de vin. Ah ben, je vous ferai remarquer que c'est le vin que buvait le procurateur de Judée, du Falerne. » On le comprend, une telle rareté éveilla la plus grande attention, tant chez Marguerite que chez le maître. Azazello tira du brocart sombre une cruche toute couverte de moisissures. On huma le vin, on le versa dans des coupes, on le mira à la lumière qui déclinait à la fenêtre avant l'orage. On vit que tout prenait la teinte du sang. « À la santé de Volande !» s'exclama Marguerite, levant sa coupe. Tous trois portèrent leur coupe à leurs lèvres et burent une première gorgée. À l'instant même, cette lumière d'avant l'orage commença de s'obscurcir dans les yeux du maître. Son souffle se suspendit. Il sentit que la fin était venue. Il vit encore Marguerite, mortellement pâle, tendre les bras vers lui, puis, impuissante, laisser tomber sa tête sur la table et glisser au sol. « Empoisonneur !» eut le temps de crier le maître. Il voulut saisir un couteau sur la table pour en frapper Azazello, mais sa main impuissante glissa le long de la nappe. Tout ce qui entourait le maître dans le sous-sol prit une teinte noire et disparut complètement. Il tomba à la renverse, et en tombant, s'ouvrit la tempe contre un coin du bureau. Quand les empoisonnés eurent fait silence, Azazello passa à l'action. Il se précipita d'abord par la fenêtre, et quelques instants plus tard, il était dans l'hôtel particulier où avait vécu Margarita Nikolaïevna. Toujours soigneux et ponctuel, Azazello avait voulu vérifier que sa mission avait été bien exécutée. Tout était parfaitement en ordre. Azazello vit une femme taciturne qui, attendant le retour de son mari, sortait de sa chambre à coucher, pâlissait soudain, portait sa main à son cœur, et après avoir crié impuissante « Natacha, quelqu'un, à moi !» s'affaissait sur le sol du salon sans parvenir jusqu'au bureau. « Tout est en ordre !» dit Azazello. Un instant plus tard, il revenait auprès des amants foudroyés. Marguerite gisait, le visage contre le tapis. De ses mains de fer, Azazello la retourna comme une poupée, de face vers lui, et la fixa. Sous son regard, le visage de l'empoisonné se modifiait. Même dans la pénombre de l'orage qui s'avançait, on voyait s'effacer le strabisme des sorcières, la cruauté et la violence de ses traits. Le visage de la défunte s'éclaircit, finit par s'adoucir. Son rectus n'était plus rapace, c'était juste celui d'une femme qui souffrait. Alors, Azazello desserra ses dents blanches et versa dans sa bouche quelques gouttes de ce même vin qui l'avait empoisonné. Marguerite poussa un soupir, se releva lentement, sans l'aide d'Azazello, s'assit et demanda d'une voix faible « Pourquoi, Azazello? Pourquoi? Qu'avez-vous fait de moi ?» Elle vit le maître qui gisait, elle tressaillit et chuchota. « Ça, je ne m'y attendais pas. Assassin. »« Mais non, enfin, non, » répondit Azazello. « Il va se relever tout de suite. Ah, mais pourquoi êtes-vous si nerveuse ?» Marguerite le crut aussitôt, tant la voix du démon roux était persuasive. Elle bondit, forte et vivante, et l'aida à faire boire du vin au gisant. Ouvrant les yeux, ce dernier lança un regard noir, plein de haine, et répéta son dernier mot. « Empoisonneur !»« Oh, l'insulte est la récompense habituelle du travail bien fait, » répondit Azazello. « Vous êtes donc aveugle ? Mais voyez enfin !» Ici, le maître se releva, lança à la ronde un regard clair et vif et demanda « Que signifie cette nouveauté ?»« Elle signifie, » répondit Azazello, « qu'il est temps pour nous de partir. L'orage tonne déjà, vous entendez ? La nuit tombe, les chevaux creusent la terre, le petit jardin tremble. Dites adieu au sous-sol, dites-lui vite adieu. »
Je comprends, dit le maître, regardant autour de lui. Vous nous avez tués? Nous sommes morts? Comme c'est malin. Comme ça tombe bien, maintenant j'ai tout compris. Ah mais voyons, répondit Azazello. Est-ce vraiment vous qui dites ça? Votre ami vous appelle maître et vous pensez, comment pouvez-vous être mort? Pour se sentir vivant, faut-il obligatoirement rester dans un sous-sol en chemise et caleçon d'hôpital? C'est ridicule. J'ai compris tout ce que vous avez dit, s'écria le maître. Ne poursuivez pas, vous avez 1000 fois raison. Puissant Volande, dit à sa suite Marguerite. Puissant Volande, il a trouvé mieux que moi. Mais seulement, le roman, criait-elle au maître. Le roman, emporte-le, où que tu puisses voler. C'est inutile, répondit le maître. Je le connais par cœur. Mais tu n'en oublieras pas un mot? Dis, pas un mot, demandait Marguerite, se serrant contre son amant et essuyant le sang de sa tempe ouverte. Ne t'inquiète pas, maintenant je n'oublierai plus jamais rien, répondit-il. Alors le feu! S'écria Azazello. Le feu par lequel tout a commencé et par lequel nous achevons tout. Le feu! S'écria Marguerite d'une voix terrible. La petite fenêtre du sous-sol claqua, un coup de vent écarta le store. Un coup de tonnerre bref et joyeux retentit dans le ciel. Azazello enfonça sa main, griffe en avant dans le poêle, en sortit une bûche fumante et embrasa la nappe sur la table. Puis il mit le feu à un paquet de vieux journaux sur le divan, ensuite aux manuscrits et aux rideaux de la fenêtre. Le maître, déjà ivre de la course promise, saisit un livre sur l'étagère et le jeta sur la table, secoua ses feuilles sur la nappe qui brûlait et le livre flamba d'une flamme joyeuse. « Brûle, brûle, vie d'avant. Brûle, souffrance !» cria Marguerite. La pièce vacillait déjà en colonnes pourpres, et en même temps que la fumée, ils furent 3 à jaillir par la porte, montant les marches de pierre pour se retrouver dans la petite cour. Ce qu'ils y virent d'abord, ce fut la cuisinière du constructeur assise par terre, des pommes de terre éparpillées, quelques bottes d'oignons traînaient tout autour d'elle. On comprenait l'état de la cuisinière. 3 chevaux noirs s'ébrouaient devant la remise, ils frémissaient, ils creusaient la terre par fontaines. Marguerite bondit la première, suivie par Azazello, puis par le maître. La cuisinière, poussant un gémissement, voulut lever la main pour faire son signe de croix, mais Azazello, en selle, lui lança un cri terrible. « Je te coupe la main !» Il siffla, et les chevaux, brisant les branches des tilleuls, s'élevèrent en tourbillon et s'enfoncèrent dans la noirceur d'un nuage bas. L'instant d'après, la fumée jaillissait par la petite fenêtre du sous-sol. On entendit venant d'en bas le petit cri pitoyable de la cuisinière. « Au feu !» Les chevaux galopaient déjà au-dessus des toits de Moscou. « Je veux faire mes adieux à la ville !» cria le maître à Azazello qui chevauchait à l'avant. Le tonnerre avala la fin de la phrase du maître. Azazello hocha la tête et poussa son cheval au galop. Un nuage volait à toute vitesse à la rencontre des envolées, mais n'éclatait pas encore en pluie. Il volait au-dessus d'un boulevard. Il voyait s'égayer les petites silhouettes des gens qui couraient s'abriter de la pluie. Les premières gouttes tombaient. Ils survolèrent une colonne de fumée, tout ce qui restait de Griboyedov. Ils survolèrent la ville déjà inondée de ténèbres. Des éclairs surgirent au-dessus d'eux. Ensuite, la verdure succéda au toit. C'est alors seulement que l'averse éclata et qu'elle transforma ceux qui volaient en 3 énormes bulles dans l'eau. Marguerite connaissait déjà cette sensation de voler, mais pas le maître, et il s'étonna d'être si vite arrivé au but, près de celui à qui il voulait faire ses adieux parce qu'il n'avait personne d'autre à qui faire ses adieux. Il reconnut à l'instant, sous un voile de pluie, la bâtisse de la clinique de Stravinsky, le fleuve et cette forêt sur l'autre rive qu'il avait si bien étudiée. Ils descendirent dans la forêt, au milieu d'une clairière, non loin de la clinique. « Je vous attends ici !» cria Azazello qui avait croisé les bras en bouclier sur sa poitrine, tantôt illuminé par des éclairs, tantôt couvert d'un voile gris. « Faites vos adieux, mais vite !» Le maître et Marguerite sautèrent à bas de leur monture et volèrent, miroitant comme des ombres liquides à travers le jardin de la clinique. L'instant d'après, le maître, d'un geste familier, ouvrait la grille du balcon de la chambre 117. Marguerite le suivit. Ils entrèrent chez Ivanouchka, invisible et inaperçu sous le fracas et les hurlements de l'orage. Le maître s'arrêta au chevet du lit.
Ivanouchka était couché, immobile, comme la première fois qu'il avait regardé l'orage dans la maison où il apprenait le repos. Mais il ne pleurait pas comme la première fois. Quand il distingua réellement la silhouette sombre qui avait fait irruption dans sa chambre venant du balcon, il se leva à demi, tendit les mains et dit avec joie « Ah, c'est vous. Et moi, je vous attends, je vous attends. Vous voilà enfin mon voisin. » À cela, le maître répondit « Je suis là. Mais votre voisin, malheureusement, je ne peux plus l'être. Je m'envole pour toujours. Et si je suis venu, c'est seulement pour vous faire mes adieux. »« Je le savais, je l'avais deviné, » répondit doucement Ivan, et il demanda « Vous l'avez rencontré ?»« Oui, » dit le maître. « Je suis venu vous faire mes adieux parce que vous êtes la seule personne avec qui j'ai parlé ces derniers temps. » Ivanouchka s'illumina et dit « C'est bien que vous soyez passé, même en coup de vent. Moi, vous savez, je tiendrai parole. Les vers, je n'en écrirai plus. C'est autre chose qui m'intéresse maintenant. » Ivanouchka sourit, et les yeux fous, il porta son regard au loin, par-delà le maître. « C'est autre chose que je veux écrire. Depuis que je suis là, vous savez, j'ai compris beaucoup de choses. » L'émotion étreignit le maître à ces paroles, et il se mit à parler, s'asseyant sur le coin du lit d'Ivanouchka. « Ça, pour être bien, c'est bien. Écrivez la suite de son histoire, absolument. » Les yeux d'Ivanouchka s'enflammèrent. « Vous ne le ferez pas ?» Là, il pencha la tête et ajouta pensif. « Ah oui, je pose de ces questions. » Ivanouchka baissa les yeux vers le sol, l'air effrayé. « Non, » dit le maître. Et Ivanouchka sentit sa voix comme inconnue et lointaine. « Maintenant, je n'écrirai plus sur lui. Je serai pris par autre chose. » Un sifflement lointain perça le bruit de l'orage. « Vous entendez ?» dit le maître. « L'orage qui gronde. »« Non, on m'appelle, il faut que je parte, » expliqua le maître, et il se leva. « Attendez, encore un mot, » demanda Ivan. « Dites, vous l'avez retrouvée? Elle vous est restée fidèle? »« La voici, » répondit le maître, et il montra le mur. Marguerite sombre se détacha du mur blanc et s'approcha du lit. Elle regarda le jeune homme alité, ses yeux exprimaient la douleur. « Le malheureux, chuchotait Marguerite, sans bruit. Et elle se pencha vers le lit. « Qu'elle est belle !» murmura Ivan, sans jalousie, mais avec tristesse, et comme dans une espèce de doux attendrissement. « N'empêche, hein, comme ça a bien tourné pour vous. Moi, ce n'est pas ça. » Sur ce, il réfléchit et ajouta pensif. « Remarquez, peut-être que si. »« Mais si, » chuchota Marguerite, et elle se pencha tout contre le front du jeune homme alité. « Tenez, je vous embrasse le front, et tout sera comme il faut. Et vous pouvez me croire, j'ai déjà tout vu, je sais tout. » Le jeune alité lui passa les bras autour du cou, et elle l'embrassa. « Adieu, disciple, » dit le maître d'une voix à peine audible, et il se mit à fondre dans l'air. Il disparut, et Marguerite disparut avec lui. La grille du balcon se referma. Ivanouchka retomba dans l'inquiétude. Il se dressa dans son lit, posa autour de lui un regard effrayé, poussa même un gémissement, se mit à se parler tout seul, se leva. L'orage grondait toujours plus fort, et visiblement, il lui avait bouleversé toute l'âme. Ce qui le bouleversa aussi, c'est que derrière sa porte, ses oreilles, qui avaient eu le temps de s'accoutumer à un silence constant, percevaient des pas inquiets, des voix sourdes derrière la porte. Il appela avec nervosité, cette fois, pris de frissons. « Praskovia Fyodorovna » Praskovia Fyodorovna entrait déjà dans la chambre, adressant à Ivanouchka un regard interrogateur et plein d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a? Quoi ?» demandait-elle. « L'orage qui vous émotionne, mais ce n'est rien, ce n'est rien. On va tout de suite vous venir en aide. J'appelle le docteur. »« Non, Praskovia Fyodorovna, il ne faut pas appeler le docteur, » dit Ivanouchka en fixant d'un regard inquiet non pas Praskovia Fyodorovna mais le mur. « Il ne m'est rien arrivé de particulier. Je comprends maintenant, n'ayez pas peur. Dites-moi plutôt, » demanda Ivan avec sincérité. « Qu'est-ce qui vient de se passer à côté dans la chambre 118 ?»«
La 118 redemanda Praskovia Fyodorovna, et elle ouvrit des yeux ronds. Mais il ne s'est rien passé du tout. Mais sa voix sonnait faux. Ivanouchka le remarqua tout de suite et dit « Ah, Praskovia Fyodorovna, vous êtes quelqu'un de si franc. Vous pensez que je vais refaire une crise ? Non, Praskovia Fyodorovna, ça n'arrivera pas. Dites-le moi plutôt franchement. Je perçois tout, vous comprenez, à travers la cloison. Votre voisin vient de décéder, chuchota Praskovia Fyodorovna, n'écoutant que sa bonté et sa sincérité, et nimbée de la lueur d'un éclair, elle lança un regard craintif à Ivanouchka. Mais il n'arriva rien de terrible à Ivanouchka. Il se contenta de lever l'index d'un air sagace et dit « Je le savais. Je vous assure, Praskovia Fyodorovna, qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui vient de décéder en ville. Je sais même qui c'est. » Et là, Ivanouchka eut un sourire mystérieux. « C'est une femme.